Plus d'espace pour les débats parlementaires, plus de temps pour les analyses et les décryptages, plus de rendez-vous citoyens. La chaîne parlementaire Assemblée nationale vous donne rendez-vous 24 heures sur 24. Disponible sur lcpan.fr ainsi que sur les réseaux Free, Orange, Bouygues Télécom et la 9box de SFR. Votre programme sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Bonsoir à tous, au programme sur Public Sénat jusqu'à 19h30, le 18h dans quelques secondes avec une page spéciale. Charles Pasqua a-t-il fait trembler la République tout à l'heure lors de sa conférence de presse spectacle? Nos invités Jean-François Probst, ancien collaborateur de Charles Pasqua, Maître Forster, son avocat, et Nicolas Beau, journaliste, auteur de La Maison Pasqua. Autre invité du 18h, l'ancien secrétaire d'État au sport, Bernard Laporte, qui en égratigne plus d'un également dans son livre. À 18h30, Europe Hebdo, le rendez-vous de François Baudonnet et Katia Gilder. Leur invité sera la socialiste Catherine Trottmann. À 19h, Parole du Monde avec Caroline Delage, consacrée ce soir au Liban. Tout de suite, le journal. Le 18h, toute l'actualité politique de ce jeudi 11 novembre. Voici les titres. Charles Pasqua donc à l'offensive au cours d'une conférence de presse théâtrale où il redit que Jacques Chirac et Dominique de Villepin étaient informés des ventes d'armes à l'Angola. L'ancien ministre de l'Intérieur s'attaque aussi au juge Philippe Courroy. Roselyne Bachelot montre l'exemple. La ministre de la Santé s'est fait vacciner dans un gymnase du 14e arrondissement de Paris, mais démarrage en douceur partout en France, dans les 1060 centres ouverts aux personnes prioritaires. Brice Hortefeux revendique une rupture en termes de sécurité après un recul de la délinquance enregistré en octobre. Le Parti socialiste dénonce un satisfecit incroyable du ministre de l'Intérieur. Cela restera comme une date, bien sûr, dans la longue carrière de Charles Pasqua, 82 ans. La tenue aujourd'hui d'une conférence de presse devant tout ce que Paris compte de journalistes d'investigation. Des révélations de nature à faire trembler la République étaient promises par l'ancien ministre de l'Intérieur, rattrapé par la justice qui l'a condamné à 1 an de prison ferme dans l'affaire des ventes d'armes à l'Angola. Qu'a-t-on appris au cours de cette séance où la truculence pascaïenne était au rendez-vous? Fabrice Cunet. Écoutez, je veux bien demander à la police d'intervenir. Vous savez que c'est ma principale spécialité. Mais c'est pas trop le moment quand même. Alors reprenons les choses au début. Le début, c'est une arrivée devant un parterre de journalistes et de photographes. Face à l'agitation, il a ce trait d'humour. Pour le reste, l'ancien ministre n'est pas venu pour faire sourire. Dans sa pochette bleue, les documents attestant que Jacques Chirac, Dominique de Villepin ou encore Charles Millon et Hervé de Charette étaient au courant des ventes d'armes vers l'Angola, mais sont restés silencieux. Ce que je condamne, c'est que dans toute cette affaire, depuis qu'elle a éclaté, le président de la République, l'ancien président de la République, Jacques Chirac, n'ait jamais assumé ses responsabilités. Et je l'accuse de ne pas avoir assumé ses responsabilités. Il en est de même d'ailleurs pour Dominique de Villepin. Tous deux ont manqué à leur devoir. Il conteste sa condamnation pour trafic d'influence, dénonce une affaire d'État. Et l'ancien ministre prend un malin plaisir à montrer ses preuves aux journalistes. Long document déclassifié, confidentiel, défense. Sourire dans la salle, devant les journalistes, il réclame toujours une déclassification générale des documents concernant les ventes d'armes. Je ne peux pas vous le donner. Charles Pasqua en appelle aux parlementaires pour qu'ils signent une pétition afin de lever le secret défense. Le sénateur demande aussi une commission d'enquête parlementaire. Enfin, face à une instruction qu'il considère à charge, il a porté plainte ce jeudi contre le juge Courroy. L'Angola Gate vient peut-être de vivre un tournant. Voilà, et Charles Pasqua veut donc lancer une pétition auprès des parlementaires pour obtenir la levée du secret défense dans les affaires de vente d'armes. La réaction, il y a quelques instants, du président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, le sénateur UMP Jocelyn de Rouen, que vient donc de rencontrer Sandra Cerquera. Ce que M. Pasqua veut, c'est qu'on ne s'abrite pas
derrière le secret défense pour camoufler un certain nombre de réalités qui pourraient d'ailleurs, en l'occurrence, lui nuire. On ne peut pas lever le secret défense et mettre sur la place publique, à la demande, par exemple, de parlementaires, des documents qui relèvent du dit secret, parce que ça doit d'abord, la levée du secret, être précédée par l'intervention d'un juge. Voilà, et on revient sur le dossier Pasqua. Dans un instant, avec nos invités, je vous le rappelle, son avocat, Maître Forster, Jean-François Probst, son ex-collaborateur et le journaliste Nicolas Beau. Roselyne Bachelot n'a pas peur des piqûres, elle l'a dit, et encore moins du vaccin contre la grippe A. C'est devant les caméras que la ministre de la Santé s'est donc fait piquer le bras droit aujourd'hui pour protéger ses proches, a-t-elle dit, mais aussi tenter de vaincre les réticences d'un grand nombre de Français. Pas d'affluence notoire en ce jour d'ouverture des quelques 1000 centres de vaccination pour les personnes prioritaires, comme l'a constaté à Colombes Pierre Bonde-Joseph. Daniel et Arlette sont venus dès l'ouverture du centre de vaccination. À 75 ans passé, monsieur a la santé fragile. Mais voilà, il n'a pas encore reçu son bon. On nous dit que la sécurité sociale va nous envoyer les papiers. On n'a absolument rien reçu alors. L'accès est quand même difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, puisque je pensais me vacciner rapidement et là, pour l'instant, j'attends. Et je vois que mes patients attendent aussi. 2 heures après l'ouverture, ce n'est pas encore l'affluence. Difficile alors d'éconduire les patients, même s'ils ne sont pas munis du précieux sésame. Il y a un ordre de priorité qui a été défini par le Haut Conseil en santé publique et ils ont d'abord envoyé les bons de vaccination au premier public prioritaire. Et donc il y a des personnes qui sont plus pressées que l'envoi des bons, c'est tout. Comme dans les 1000 autres centres de vaccination en France, avant d'être pris en charge, les patients doivent déclarer avoir pris connaissance des effets secondaires du vaccin. Et même les plus motivés ont encore quelques questions. Bon, éventuellement de la fièvre, si ça dure plus de 2 jours, donc voir avec mon médecin en cas de problème. J'ai posé des questions, si on fait les vaccinations, si on ne risque pas d'attraper une maladie, si un cas contagieux, il m'a dit les risques zéro, ça n'existait pas. Au total, la mairie de Colombes aura déboursé près de 180 000 € pour son centre de vaccination mis à disposition du personnel. Elle espère que cet investissement n'est pas en pure perte. Toujours très sensible à la critique de son bilan de Matignon, Lionel Jospin prend la plume dans Le Monde ce soir pour dire à François Fillon qu'il le trouve inélégant, impertinent et imprudent. L'actuel Premier ministre avait affirmé dans le même journal que Lionel Jospin devait son échec présidentiel de 2002 à ses promesses non tenues. Une baisse de la délinquance de plus de 6% en octobre et Brice Hortefeux de qualifier son arrivée place Beauvau de rupture. Ce soir, le Parti socialiste conteste ce satisfecit fondé sur le chiffre d'un seul mois après 8 mois de hausse continue de la délinquance. Nicolas Sarkozy justifie une nouvelle fois le débat nécessaire, dit-il, sur l'identité nationale lors d'un discours prononcé il y a quelques instants dans la Drôme qui devait initialement porter sur l'agriculture. Il n'y a pas de place pour la burqa en France, il n'y a pas de place pour l'asservissement de la femme, a lancé Nicolas Sarkozy. La suite du 18h, Charles Pasqua, très en verve devant quelques 200 journalistes aujourd'hui, mais a-t-il fait trembler la République ? Un événement inédit en effet sous la Ve République, le terrible Monsieur Pasqua, comme l'appelait François Mitterrand, a tenu une conférence de presse en guise de contre-attaque après sa condamnation à 1 an de prison ferme dans l'affaire de l'Angola Gate. Des révélations, des répétitions surtout. L'ancien ministre de l'Intérieur a redit que Jacques Chirac et Dominique de Villepin étaient informés des ventes d'armes à l'Angola. Nos invités, Nicolas Beau, bonsoir, journaliste spécialiste de la Maison Pasqua, c'est le titre que vous lui avez consacré. Vous dirigez actuellement le site d'information Bakchiche. Avec nous également un ancien collaborateur très proche de Charles Pasqua, Jean-François Probst. On a entendu aujourd'hui Charles Pasqua critiquer donc Jacques Chirac. Et Dominique de Villepin, vous avez peut-être une anecdote à nous raconter. Je crois que vous êtes à l'origine de la rencontre entre les deux hommes. Ah, tout à fait, vous êtes bien informé, Monsieur Grossier. En novembre 85, le président Charles Pasqua, président du groupe RPR du Sénat, Raymond Bourgine et moi-même, avec le général Coppel, nous étions à Washington pour la guerre des étoiles du président Reagan et du général Abramson. Et à cette occasion, je lui ai présenté à Charles Pasqua un ami qui travaillait à l'ambassade des États-Unis, Dominique Galouzeau de Villepin, à qui Charles Pasqua, 6 mois avant les élections législatives de 85, lui a dit « Monsieur de Villepin, je ne cohabiterai jamais avec Mitterrand ». Il semblerait que dans l'affaire de l'Angola Gate, un Mitterrand, Jean-Christophe, est cohabité avec Charles Pasqua. Nicolas Beau, est-ce que vous avez entendu du nouveau aujourd'hui dans la bouche de Charles Pasqua?
Non, mais j'ai entendu beaucoup de confusion chronologique, notamment parce que, en fait, l'affaire de l'Angola Gate, c'est une affaire à tiroir où il y a les ventes d'armes à l'Angola, il y a aussi l'histoire de Légion d'honneur, il y a aussi quelques dossiers qui touchent au casino ou au siège de Jacques Alsop, des choses qui vont être jugées devant la Cour de justice de la République. Ça, il n'en a pas parlé. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est une histoire à tiroir. Or, il a confondu toutes les époques et toutes les histoires, puisque pour ce qui est des ventes d'armes en Angola, ça se joue entre 93 et 95, c'est-à-dire au moment où Édouard Balladur est Premier ministre et Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, et François Mitterrand est président de la République. De Chirac, il n'y en a point. Et Chirac était totalement hors du coup. Et en fait, durant l'instruction, Balladur et Juppé ont été entendus. C'est là où ils ont parlé de diplomatie parallèle menée par Charles Pasqua vis-à-vis de l'Angola contre les directives gouvernementales qui étaient en faveur de la neutralité de la France dans le conflit entre Dos Santos et Jean-François Probst, est-ce que vous pensiez, Charles Pasqua, capable comme ça de cette conférence de presse menaçante? Et ce n'est qu'un début, à mon avis. Moi qui ai été 10 ans son collaborateur au Sénat, je le connais bien et sous toutes ses coutures. Je ne l'ai pas connu chez Ricard ni au SAC, mais je l'ai connu avec Jacques Chirac, au RPR, au Sénat dans l'opposition à François Mitterrand. J'ajouterais à ce que vient de dire Nicolas Beau qu'entre 93 et 2000, bien sûr, tous ceux qui ont eu à en connaître, notamment le président François Mitterrand, les premiers ministres, Balladur, Juppé, Jospin, les ministres des Affaires étrangères, Juppé, Charette, les ministres de la Défense, Millon, et même peut-être Alain Richard, devraient être entendus ici par celui qu'on voyait sur votre écran tout à l'heure, le duc de Rohan, président de la Commission des Affaires étrangères et de défense du Sénat, de façon à ce que tous ceux qui ont eu à en connaître, notamment Dominique de Villepin, M. Pasqua a cité aussi tout à l'heure M. Bertrand Landrieux, ancien directeur de cabinet du président de la République, Jacques Chirac. Je pense que si véritablement l'attaché militaire à Luanda, l'ambassadeur de France à Luanda n'a pas fait remonter à Paris des informations sur d'éventuels trafics illicites d'armes vers un pays sous embargo, ça serait grave pour la République. Et j'observe en plus, et je pense que là Charles Pasqua a raison, si Jacques Attali et Jean-Christophe Mitterrand sont également dans cette affaire, c'est que sûrement la maison Mitterrand avait aussi à en connaître. Alors, vous nous faites les sous-titres de la conférence de presse, vous donnez des noms supplémentaires. Alors non, je crois que si j'ai bien entendu et si j'ai bien vu les papiers agités, j'ai entendu ces noms, notamment Dominique Gallouzot de Villepin, qui était tout de même le secrétaire général de l'Élysée en 1995. Il est peu probable, même s'il y a eu de la diplomatie parallèle, même s'il y a eu des méthodes qui n'étaient pas forcément plaisantes pour les ministres des Affaires étrangères successifs. Forcément, ceux qui étaient au plus haut de la pyramide devaient savoir, ou alors il vaut mieux tirer l'échelle. Nicolas Beau, il n'est pas très convaincant là sur le dossier judiciaire. En revanche, il est très net et très percutant sur les menaces qu'il laisse entendre. Alors expliquez-nous ça. Bon. Soyez explicite sur les menaces effectivement que l'on a entendues dans la voix de Charles Pasqua. Il va répéter plusieurs fois qu'il y a le dossier des frégates est fort intéressant, qu'il faudrait lever le secret défense. Or, le dossier des frégates, il le connaît bien parce qu'il a toujours été très proche de M. Gomez, dirigeant de Thomson, devenu Thales, qui a exporté ses frégates vers Taïwan. Et d'autre part, ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que les seules traces de rétrocommission qu'on ait trouvées dans ce fameux dossier des frégates concernaient M. Étienne Léandri, qui était un Corse flamboyant et qui a été le grand argentier de Charles Pasqua jusqu'à sa mort en 1995. Et on a retrouvé des fonds venus de Suisse et qui étaient sur un compte d'Étienne Léandri. Donc Charles Pasqua connaît parfaitement ce dossier. Il agite des menaces dans quel but? Maintenant qu'il a été condamné, et effectivement que d'autres procédures le rattrapent. Voilà, vous l'avez rappelé, Nicolas Beau. Je pense que c'est beaucoup pour lui, c'est beaucoup plus humiliant, dégradant de comparaître dans 4 mois devant la Cour de justice de la République pour des faits en plus, si vous voulez, là, il faut quand même voir que le 1,5 million de francs qu'il a pris des Angolais, c'était pour financer son mouvement. Bon, c'est pas bien, mais c'est péché véniel. En revanche, ce pourquoi il va être traduit dans la Cour de justice, c'est des faits d'enrichissement personnel, en l'occurrence pour son fils Pierre, contre du trafic d'influence, alors qu'il est ministre d'État de la République. Donc, en agitant ces menaces, ces documents confidentiels, il veut faire pression sur ses pairs parlementaires. Il devrait être jugé dans 4 mois. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce procédé, Jean-François Probst? On pense toujours à tort parfois, parce qu'il est un peu marseillais, un peu corse, un peu grassois, que Charles Pasqua, c'est retenez-moi ou je fais un malheur, c'est un vrai faux dur, je vais terroriser les terroristes, avec un ami comme ça, t'as pas besoin d'ennemis, etc. Moi qui le connais mieux, je vous dis, et je rejoins Nicolas Beau dans ce sens, qu'il est humilié, blessé dans son honneur personnel et dans sa famille, par rapport à son fils, par rapport à ses petits-enfants,
quand je lui ai fait connaître Dominique de Villepin, nous avons été tous les trois ensemble à Washington acheter des petites baskets, des Nike, que Charles Pasqua appelait des Nick pour Philippe et Alexandre, ses petits-fils. C'est un homme sentimental, mais en même temps, c'est un pragmatique. Il montre du doigt, il ne menace pas. Il montre du doigt notamment deux personnes qui se trouvent actuellement à l'Élysée, qui s'appellent le président Sarkozy et son Sherpa Jean-David Lévy, qui ne pouvaient pas, à cette époque où Édouard Balladur était Premier ministre et où M. Lévy était au cabinet du ministre des Affaires étrangères auprès de Dominique de Villepin, ne pas connaître... Ah bon, parce qu'il a surtout répété les noms de Chirac et de Villepin, c'était pour mieux que l'on entende à partir du moment où il explique... Non, mais à partir du moment où il explique qu'à cette époque, tous ceux qui avaient à en connaître... Moi, je ne suis pas juge de savoir si, pour Marchiani, ils ont eu de l'argent pour libérer des otages, si ce sont les militaires ou si c'est Marchiani ou Pasqua qui ont raison. Ce que je crois, et je le répète, Monsieur Grossior, c'est que dans ce pays qui s'appelle encore la République française, il est inenvisageable que les présidents de la République successifs, Mitterrand et Chirac, que les premiers ministres successifs, Balladur, Juppé et Jospin, et que les ministres de défense, Charette ou Affaires étrangères, Juppé, Védrine, ne soient pas informés d'affaires aussi évidentes. Ou alors, nous n'avons dans les services spéciaux que des gens qui ressemblent au général Rondeau, et dans les services policiers que des gens qui ressemblent à Yves Bertrand. Je ne peux pas le croire. Je suis pas tout à fait d'accord avec Jean-François Paul parce que faut voir que c'est pas un vrai trafic d'armes. Pierre Falcon était courtier. On va dire, il livrait des armes des pays de l'Est vers l'Angola à partir de Paris. Il le faisait discrètement. Charles Pasqua le soutenait discrètement. Et donc, ce n'était pas un dossier d'exportation d'armes des grandes entreprises françaises. Donc, le fait que Balladur et Juppé n'ont pas eu à connaître me paraît assez plausible. Oui, mais Nicolas, à partir du moment où, alors là, on est dans l'armée hawaïenne, vous avez un homme comme Paul Loup-Sulitzer, romancier, Jacques Attali, spécialiste du microcrédit, Jean-Christophe Mitterrand, qu'on appelait Papa Madi dans cette sous-région de l'Afrique. Moi, ce que je veux croire, c'est qu'effectivement, il y avait un moyen de financer de façon un peu parallèle le Rassemblement pour la France. Et quand Pasqua dit, c'est à partir du moment où, en 99, j'ai osé imaginer que je pourrais être candidat à la présidence de la République, que j'ai eu des ennuis judiciaires. Ça n'excuse pas les fautes qui auraient été les siennes. C'est vrai, je crois que c'est pour ça qu'il en voulait autant à Jacques Chirac. C'est pas par rapport aux dossiers eux-mêmes, c'est par rapport au fait qu'effectivement l'instruction a eu lieu entre 2000 et 2002 et que Pasqua est certain, lui, que Chirac a demandé à Yves Bertrand et à d'autres d'aider Courroy dans son enquête pour l'enfoncer et pour se présenter. Il a été victime d'un complot et c'est Jacques Chirac qui lui... En tout cas, il y a une vraie question sur les aides qu'ont pu apporter des proches de Chirac à l'instruction menée par Courroy. Ça n'a pas été résolu, mais c'est vrai qu'il y a du vrai. Depuis 1967, et Nicolas Beau le sait bien, entre Jacques Chirac et Charles Pasqua, c'est une énorme histoire d'amour, un coup je te vois pas. En 67, Ricard et Le Sac viennent aider Jacques en Corrèze. En 74, je t'aide pour la présidence de l'UDR et du RPR. Ensuite, Balladur arrive, je suis jaloux, je fais un putsch avec Seguin en 90. Après, je soutiens Édouard Balladur contre Jacques Chirac à la présidence de la République. Donc, au bout d'un moment, arrive dans cette vieille histoire de vieux copains de récréation des bagarres. Je pense que celui qui n'a pas fait le travail de coordination qu'il aurait fallu dans ces moments-là s'appelle Dominique Galouzeau de Villepin. Je vais juste évoquer, pour finir, une fiche des renseignements généraux qu'on a publiée dans notre hebdo Bakchich, qui date de 1973 et qui se terminait par ces mots « Monsieur Charles Pasqua, semble-t-il, vit au-dessus de ses moyens ». Bon, est-ce que vous pensez que toutes ces menaces, ce grand déballage fait du bien à la République et à la politique? Lorsqu'on est à l'Élysée-Montmartre, boulevard de Rochechouart, avec Jacot, Charlot, Galouzeau et Sarkoco qui se battent, les Français, qu'est-ce que vous voulez, ils ont envie de l'abstention. Dans cette maison du Sénat, maison des collectivités territoriales, où déjà les sénateurs de la majorité UMP se battent parce qu'ils ne veulent pas de la taxe professionnelle, voir l'ancien Premier ministre se battre avec le président de la République, voir l'ancien ministre d'État, ministre de l'Intérieur, suggérer que M. Balladur aurait sûrement, lui en tout cas, été au courant de quelque chose. Et monsieur, on n'a pas prononcé un nom depuis tout à l'heure, monsieur Léotard, qui était ministre de la Défense. Donc que ce soit les vedettes de Taïwan, les histoires d'Angola, les histoires de Sassou de Bongo, au bout d'un moment, les Français voudraient bien la transparence, la vérité.
Très bien, on va voir. Donc une affaire à suivre. On devait avoir Maître Forster en ligne, l'avocat de Charles Pasqua. Il est au téléphone, mais la ligne est tellement mauvaise, il est dans sa voiture. Il fait appel. Que malheureusement, on n'a pas pu l'entendre. Merci messieurs. La suite du journal. 3 questions à quelqu'un qui a un regard assez critique sur la politique. C'est Bernard Laporte. Et il connaît bien M. Kouchner, qui ne lui serrait pas la main. C'est dommage. 3 questions. Un bleu en politique, c'est sous ce titre que l'ancien secrétaire d'État au sport publie donc ses souvenirs. 2 années au gouvernement, une nomination surprise pour l'ancien sélectionneur du 15 de France débarqué en juin dernier. Mais il n'en tient pas rigueur à Nicolas Sarkozy qui reste son ami. En revanche, il cible quelques personnalités dans ce livre. Effectivement, Bernard Kouchner, Rachida Dati, les députés qui lui en ont fait voir lors des questions d'actualité. Un livre qui ne fait pas dans la dentelle, écrit le quotidien Sud-Ouest ce matin. Un règlement de compte avec le microcosme politique, dit le Parisien. Bernard Laporte, bonjour. Bonjour. Et avec vous, vous n'avez pas des comptes à régler dans ce livre? D'abord, c'est pas un règlement de compte. Je m'oppose à ce titre-là. C'est pas vrai du tout. C'est le récit d'une expérience fabuleuse. Je dis bien fabuleuse parce que j'en garde que des émotions positives. Mais c'est pas le récit aussi d'une certaine amertume? Pas du tout. Par contre, je dis effectivement que voir l'attitude de certains députés qui vocifèrent et qui coupent la parole au ministre, qui les empêchent de parler, quand on arrive du monde sportif comme moi, mais c'est surprenant. Vous dites attention, c'est l'Assemblée, quelque chose de mythique, ça va être une chapelle, quoi. Il y a des mots qui vous ont poursuivi dans l'hémicycle. Pas moi, ça a commencé à la deuxième question, mais sincèrement, d'abord nous, secrétaire d'État au sport, quand je dis nous, les secrétaires d'État au sport, on n'a pas beaucoup de questions, ça c'est entendu. Mais j'ai vu des choses qui me gênaient. Par exemple, Rachida Dati, quand elle partait, parce qu'elle changeait d'horizon et qu'elle avait envie d'être députée européenne, il y avait 2 ou 3 députés qui chantaient "Ce n'est qu'un au revoir". Mais vous avez envie de vous lever et de dire, attendez, mais comment vous osez parler comme ça à quelqu'un qui a assumé d'abord avec brio son rôle de ministre de la Justice? Mais ceux qui disent ça, ils ne seront jamais ministres. Donc il faut au moins respecter. Ouais. Et donc c'est pour ça que ça m'a déçu. Bon, d'accord. Vous avez été aussi déçu, on la voit, par Rachida Dati. Elle m'a déçu sur là c'est pareil. Sur un point. Oui, mais bien sûr, mais vous savez que même mes amis des fois me déçoivent et moi j'ai certainement à un moment donné déçu mes amis. C'est vrai que sur le moment, j'aurais aimé qu'elle soit plus solidaire avec moi et qu'elle dise qu'elle comprenne que j'en avais marre de cette rumeur parce que autour de moi j'avais des enfants, une famille. Sur la paternité de la petite Zora, mais c'était peut-être pas très habile de le faire publiquement comme ça. Mais moi j'étais spontané et c'était vrai. Et au moins on en a parlé et tout le monde a su, mais que c'était pas moi tout au moins. En tous les cas, vous avez été congédié avec d'autres ministres, Bernard Laporte, Christine Boutin, Yves Gégaud qui sort aussi un livre et eux se vengent un peu. Et vous remerciez tout le monde, enfin les gens qui vous ont nommé et qui vous ont évincé. Vous racontez notamment la scène où on vous a annoncé votre départ du gouvernement. Vous racontez combien Claude Guéant, le secrétaire général de l'Élysée, était embarrassé. Finalement, vous avez parlé à sa place. C'est pas que j'ai parlé à sa place. Quand Claude Guéant était en face de moi, j'avais l'impression sur l'inverse des rôles que c'était moi avec un joueur en face et lui dire mais je te sélectionne plus. C'est terrible, c'est difficile ça. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le mettre à l'aise parce que d'abord je me doutais que si j'avais été convoqué c'était pour me dire que c'était fini et lui dire surtout mais tout le bonheur que j'avais eu à servir la France et à avoir pris avec je dirais enthousiasme cette nomination. Si demain on vous demande d'aller au gouvernement vous quittez tout, vous partez en courant. Allez savoir. Mais je suis sûr. Donc le jour où vous n'êtes plus vous n'allez pas crier et dire attendez c'est pas normal. Dans votre livre vous ne dites pas vrai. On vous a donné les raisons de votre départ. Il y a des choses qui se disent. C'est pas dans le livre. Mais non mais il y a des choses qui se disent. Quand on a des amis, il y a des choses qui se disent pas. Ah bon? Voilà, ça reste confidentiel et c'est bien comme ça. Oui, mais quand même, on vous a dit quoi? Tu fais pas l'affaire? Tu fais plus l'affaire? Non, justement, ça m'aurait vexé, comme on dit ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous a dit? Allez. On a trouvé que votre bilan n'était pas bon, vous vous flattez de votre bon bilan dans votre livre. Vous le saurez pas ce qu'on m'a dit parce que il y a des dépêches qui disaient que le président de la République était content de moi, mais vous en parlez pas. Donc, encore une fois, peu importe ce qu'il m'a dit, ça nous regarde. Bon, alors, et maintenant, vous n'avez pas l'intention totalement de quitter l'univers politique, Bernard Laporte. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Parce que, quand même, vous n'aimez pas le mot règlement de compte, qui est repris quand même par toute la presse, qui rapporte la sortie de votre livre. Et si vous le lisez bien, c'est pas du tout un règlement de compte, c'est un état de fait, ce qui m'a choqué, ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu. Il y a rien de plus. Il n'y a pas de paradoxe dans l'idée que vous pourriez continuer au régional, par exemple. Mais pourquoi pas? Mais par exemple, mais pas nécessairement les régionales. Pourquoi pas ailleurs? Ce qui est sûr, c'est que je ne ferai pas une carrière politique parce que j'ai d'autres activités qui me prennent du temps et que donc j'ai pas décidé. Chacun décide de sa vie. Moi, de dire, je vais avoir 2 mandats, 3 mandats, et puis la politique, ce sera 24 heures sur 24. Moi, c'est pas mon objectif. Mais par contre, je me dis, partir aujourd'hui en se disant, tu as pendant 2 ans eu un poste merveilleux et dire maintenant moi j'ai plus envie de servir, non, ça me gêne.
Donc je me sens un petit peu redevable. Ce qui est sûr, c'est que peu importe le mandat que j'aurai, en ce moment, ça se négocie quand même, il faut le dire. Ce sera un mandat bénévole de ma part. D'accord. Voilà, pour me dire, je me sens redevable. Et s'il faut, je le ferai. Ce sera un mandat électif. Ah oui. Ah, bien sûr. Alors, on en parle pour les régionales en Île-de-France. Ah, on verra, non, mais vous en êtes où dans vos discussions? Je peux pas aller en Aquitaine parce que j'y habite plus. Oui. Donc, c'est ce que vous racontez à Sud-Ouest ce matin. Ça semblerait quand même illogique, quoi. Encore une fois, il faut respecter les électeurs. Quand on prend un mandat, c'est pour les défendre, si on est élu. Donc c'est pour l'Île-de-France. Donc, si jamais je devais y aller, ça pourrait être en Île-de-France puisque j'habite à Paris. Donc, et ça tombe bien parce que dans le livre, vous dites beaucoup de bien de Xavier Bertrand, qui est en mesure de vous donner une place sur les listes. Mais je la cherche pas nécessairement. Donc, encore une fois, ce sera un échange entre nous, puis on verra. Mais Xavier Bertrand a d'abord été, je l'ai dit dans mon livre, le Premier ministre qui m'a reçu le soir de ma prise de fonction. Et c'est quelqu'un avec lequel j'ai sympathisé. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je le dis avec spontanéité et honnêteté. D'accord. Vous aimez aussi beaucoup Éric Besson? Oui, que j'ai découvert parce que ce sont des gens que j'ai découvert. Ce que j'aime pas non plus, c'est qu'on dise la politique, ils sont tous pareils, c'est nul, etc. Ouais. C'est pas vrai. Il n'y a pas d'un côté les bons, les méchants. J'ai rencontré des hommes et des femmes merveilleux. Alors, pas Bernard Kouchner en revanche. Mais là c'est pareil, il faut pas tout sortir de ce contexte. Ce sont le bowling, c'est vous qui écrivez. Mais c'est ce que j'ai ressenti, je le dis là aussi. C'est que Bernard Kouchner, il n'en a rien à faire de moi. Voilà, je l'intéressais pas. Bon, mais pourquoi ça? Mais c'est passé comme ça. Donc il me disait bonjour une fois, des fois souvent il me regardait pas, mais je ne veux pas, moi, Bernard Kouchner. Il m'a rien fait de mal, si ce n'est que j'ai été surpris de cette attitude-là. Parce que moi, l'attitude, c'est que je dis bonjour, merci, au revoir, voilà. Alors j'ai été surpris. C'était l'un des seuls qui me disait, oui, qui m'ignorait, entre guillemets, mais il n'y a pas que moi qui l'ignorait, je vous rassure. Et je lui en veux pas, à Bernard Kouchner. Si je le vois demain, je serre la main, je lui perds un café, mais j'ai le droit de dire que je suis déçu de cette attitude-là, c'est tout. Après, c'est certainement un grand ministre des Affaires étrangères et je lui souhaite surtout beaucoup de bonheur. D'accord, en le critiquant lui et quelques autres, notamment je parlais des députés. C'est un constat. Je suis surpris de l'attitude. Voilà. Est-ce que vous ne prenez pas le risque d'être à nouveau critiqué en retour, puisque vous rappelez dans votre livre les mots qui vous accueillaient dans l'hémicycle, les fameux députés, c'était casino, Madrange. Et qu'est-ce qu'il y a de mal là? Casino, je suis fier de Casinoté, je l'ai dans mon livre, je suis surtout fier d'employer 80 personnes qui m'écoutent là aujourd'hui. Ah oui? Et je vous garantis qu'elles sont contentes. Parce qu'au moins moi, je crée, je suis pas comme vous, qui jugez, qui jugez les autres, qui c'est bien de juger les autres. Non, je ne juge pas, je ne juge pas. Il faut faire des choses, vous voyez ce que je veux dire? Je ne juge pas. Moi, j'ai pris mes parties, il y a 80 employés qui mangent tous les jours grâce à moi, et grâce à mon casino. C'est déjà beaucoup. Croyez-moi. Vous n'avez pas l'impression de passer... passer... C'est pas facile tous les jours. Vous n'avez pas l'impression de passer au tribunal ici quand même, Bernard Laporte? Je ne passe pas du tout au tribunal, mais c'est facile de faire votre métier, il est facile. C'est facile. Ben, faites-le un peu. Tiens, faites un commentaire sur Ramayad. Vous la défendez, il faut le dire, d'autant que vous avez la même position sur le droit à l'image collective des sportifs. Ça, c'est un débat fiscal qui a cours actuellement au gouvernement. Oui, moi je l'ai fait voter il y a un an pratiquement, jour pour jour. Ce DIC, ce droit à l'image collective. Pourquoi? Parce qu'il nous permettait tout simplement, d'abord c'est pas un avantage pour les joueurs, c'est un avantage pour les clubs. Il nous permettait de préserver, de garder certains joueurs. Et on s'aperçoit que grâce à ça, certains sont venus. Wilkinson, Chabal dans le rugby, Nicolas Karabatic dans le hand. Et en cours de match, on change les règles du jeu. On dit non, c'est fini, ce qu'on a voté jusqu'en 2011, on l'annule, on l'a voté. Mais les clubs se sont engagés avec ces joueurs-là sur des contrats. On peut pas leur dire du jour au lendemain, on enlève ces avantages. D'accord. Donc Ramayad a raison et vous la soutenez. Elle a raison de défendre le DIC, oui. Après, quand nous l'avons défendu, quand nous l'avons fait voter au Sénat, il y avait quand même un accord gouvernemental. On peut pas aller présenter quelque chose qui soit pas de l'avis du gouvernement. Avec un arbitrage. Vous avez connu aussi les arbitrages parfois défavorables. Exactement. Merci Bernard Laporte. Un bleu en politique qui le sera encore moins lorsque vous présenterez pour la première fois devant les électeurs, sans doute en Île-de-France, on verra ça. Ça se négocie dans les jours qui viennent avec Xavier Bertrand. Voilà, merci. La suite de vos programmes sur Public Sénat. Nous avons rendez-vous avec Europe Hebdo, avec donc François Baudonnet et Katia Guilder. Leur invité est la socialiste Catherine Trottmann.